Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chapitre 5, la photosynthèse d'une conversion biologique de l'énergie solaire. Dans un premier temps, nous allons voir la photosynthèse de la molécule à l'échelle de la planète. En seconde, vous avez vu que la photosynthèse était un ensemble de transformations biochimiques réalisées par des êtres vivants possédant l'équipement cellulaire adéquat. Vous y avez associé un organite, dont la fonction est la réalisation de la photosynthèse, c'est-à-dire le chloroplaste. Mais vous avez également vu que les organismes photosynthétiques possédaient également de la chlorophylle, un pigment vert, et des enzymes nécessaires aux transformations biochimiques, comme par exemple la rubisco. La photosynthèse permet la transformation de molécules en d'autres molécules. Ces nouvelles molécules, appelées matières organiques, sont nécessaires au fonctionnement cellulaire. C'est le cas du glucose. Au final, en réalisant la photosynthèse, les êtres vivants échangent de la matière et de l'énergie avec leur environnement, leur habitat ou les autres organismes. Enfin, comme indiqué sur le schéma, la transformation chimique nécessite l'énergie lumineuse. Sans elle, pas de production de glucose dans la cellule végétale. Alors, comment les végétaux exploitent-ils l'énergie lumineuse? La Terre reçoit l'essentiel de son énergie du Soleil. Cette énergie arrive sur Terre par rayonnement, c'est-à-dire un transfert d'énergie sous forme d'onde. De manière générale, une onde est une perturbation qui se propage et transporte de l'énergie, provoquant un changement passager de certaines propriétés du milieu localement. C'est cette énergie qui peut être exploitée par les végétaux photosynthétiques. En effet, nous avons vu que la photosynthèse produisait de la matière organique, le plus souvent des molécules de glucose. Or, le glucose est utilisé comme source d'énergie. En détruisant totalement la molécule de glucose, il est possible de récupérer 2880 kJ par mol, soit 374 calories pour chaque gramme de glucose détruit. Comme rien ne se crée, rien ne se perd, la production de glucose va donc nécessiter un apport d'énergie. Et c'est là qu'intervient l'énergie apportée par les rayons lumineux du Soleil. Comme on transforme de l'énergie lumineuse en énergie chimique, c'est-à-dire molécules de glucose, on parle alors de conversion d'énergie. Mais comment cette énergie est-elle convertie? Cette conversion passe par une étape d'absorption de la lumière. En effet, une part de l'énergie lumineuse peut être absorbée par les cellules végétales, comme pour n'importe quelle surface. Si on extrait le contenu de cellules et qu'on le place à la lumière, on peut alors observer un spectre d'absorption, c'est-à-dire vérifier les raies lumineuses absorbées par le contenu des cellules. On observe ici que des raies sont manquantes, correspondantes à la lumière bleue et à la lumière rouge. Si on ne retrouve pas ces raies lumineuses, c'est qu'elles ont été absorbées par le contenu des cellules. On en déduit donc que les cellules végétales absorbent ces deux types de lumière. Cependant, il faut maintenant montrer que cette lumière est bien utilisée pour la photosynthèse. Pour ce faire, on réalise un spectre d'action, c'est-à-dire qu'on observe pour quelle raie lumineuse la photosynthèse est maximale. Donc on détermine pour quelle raie lumineuse les cellules rejettent de l'oxygène. Les deux courbes ici sur ce graphique se superposent quasiment. Le rayonnement solaire est donc absorbé par les cellules végétales grâce à leurs pigments pour exécuter la photosynthèse. Du coup, maintenant, on peut se demander quelle est l'efficacité de cette conversion d'énergie réalisée au cours de la photosynthèse. Dans une autre vidéo, nous avons vu que la Terre recevait un rayonnement solaire de l'ordre de 340 watts par mètre carré. Une partie de cette énergie participe au bilan radiatif terrestre et donc à l'échauffement de la surface de la planète, mais également à la mise en mouvement de masse d'air et d'eau dans les océans, donc les climats. Mais les végétaux n'absorbent pas tout le reste de l'énergie lumineuse. En effet, seuls 40% sont absorbés, la lumière rouge et la lumière bleue. Mais une autre partie est transmise ou réfléchie. En fait, environ 10% de l'énergie reçue par les végétaux est absorbée. Mais cette fois encore, toute cette énergie n'est pas utilisée pour la photosynthèse. 40% de l'énergie lumineuse absorbée par la plante permet en fait
le passage de l'eau depuis une phase liquide, à l'intérieur de la plante, vers une phase gazeuse, au niveau des bouches de la feuille appelée stomate. Ce phénomène de passage à la forme gazeuse est appelé évapotranspiration et explique en grande partie le déplacement des sèves. Ensuite, 40% de l'énergie absorbée par la plante est plutôt dissipée sous forme de chaleur. Au final, seulement 10% de l'énergie lumineuse est transformée en matière organique. Cependant, une partie de cette matière organique est ensuite détruite pour le fonctionnement de l'organisme et une autre partie est perdue sous la forme de déchets. On considère donc que seulement 1% de l'énergie lumineuse solaire est captée par les êtres vivants pour produire de la matière organique disponible dans les écosystèmes. À l'échelle de la planète, il est possible de quantifier la photosynthèse par l'observation de chlorophylle. Elle est facile à repérer sur les continents. Les forêts représentent 30% de la surface terrestre. Pour compléter les observations et obtenir des quantifications, les mesures sont réalisées à partir d'observations satellites, comme par exemple la mission Biomass de l'ESA pour les surfaces continentales avec le satellite Biomass Earth Explorer. Les missions Copernicus Sentinel détectent plutôt des efflorescences algales ou blooms observées dans les océans. À partir de ces observations, il est possible de calculer la productivité primaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie lumineuse convertie en énergie chimique par unité de temps. C'est donc en fait une quantité de biomasse produite sur un temps donné. Elle est forte dans les forêts, au contraire, elle est plutôt faible dans les océans. Cependant, à l'échelle de la planète, les océans représentent une telle surface que c'est le premier écosystème pour la production de biomasse, c'est-à-dire la quantité de matière organique produite chaque année. En conclusion, nous avons vu qu'une partie du rayonnement solaire était absorbée par les organismes chlorophylliens et permettait donc la synthèse de matière organique à partir d'eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. Puis nous avons vu qu'à l'échelle de la planète, les organismes chlorophylliens utilisaient pour la photosynthèse environ 1% de l'énergie lumineuse reçue. Enfin, à l'échelle de la feuille, pour les plantes, nous avons vu que la photosynthèse utilisait une très faible fraction de la puissance radiative reçue, le reste étant soit diffusé, soit transmis, soit absorbé pour l'échauffement ou l'évapotranspiration. L'utilisation par la photosynthèse d'une infime partie de l'énergie solaire reçue par la planète fournit alors l'énergie nécessaire à l'ensemble des êtres vivants, à l'exception de certains milieux très spécifiques qui ne sont pas évoqués dans le programme. N'oubliez pas de compléter votre travail en répondant au quiz. Enfin, vous trouverez ici les sources utilisées pour la production de cette vidéo et quelques idées à feuilleter au CDI sur le sujet. À bientôt!